côté obscur de l'économie et des affaires, c'est le grand angle de ce samedi 19 juin. La corruption, c'est un circuit infernal. Le venin des fraudes a envahi toutes les strates de l'économie mondiale et de la société au détriment de la collectivité. Et au fil des décennies, vous vous êtes imposé comme l'un des meilleurs spécialistes en France de la fraude. Noël Ponce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien inspecteur des impôts et conseiller au service central de prévention de la corruption. Et voici votre Bible, Fraude, évasion fiscale, blanchiment, la corruption, comment ça marche, aux éditions du Seuil. Si la corruption était enseignée à l'université, ce livre en serait sans doute la référence. Si je voulais me lancer, vous m'offrez le mode d'emploi, là, c'est un peu ça? Pas le mode d'emploi, la manière d'analyser le phénomène, qui est difficile parce que le mode d'emploi, il faudrait encore rentrer avec les moyens d'intégrer le système. Bon, on va essayer de comprendre mais avec intégrer vous. Intellectuellement, Voilà. comprendre. On va essayer de comprendre avec vous comment ça marche, parce qu'on parle tout le temps de corruption, mais finalement, c'est assez, par définition, assez caché. Quand on parle de corruption, on parle de quoi? Alors, la corruption, d'abord, il y a plusieurs origines. Très rapidement, la Grèce, Rome, corruption, c'est la pourriture. Puis, la pourriture, c'est devenu un délit, une sorte d'élément injustifiable qui est suivi par l'adage latin « fraus omnia corrumpit ». La fraude corrompt tout. La fraude, la corruption, elle est supportée par la fraude. Et elle génère, et elle est générée par le pouvoir, et par tous les pouvoirs. La corruption, c'est une histoire de pouvoir. C'est quelqu'un qui... Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, ça touche tout le monde, en fait. Ça touche tout le monde dans la mesure où il a un moyen d'exercer un pouvoir à l'encontre de l'éthique de sa structure. Ça peut être privé, ça peut être public. Simplement, on a le choix de corrompre ou d'être corrompu ou pas. On a le choix, soit on ne corrompt pas, soit on est corrompu, soit on décide qu'on a besoin d'agir à la sorte pour montrer qu'on est présent, pour l'ego. Parce qu'il y a aussi un problème d'ego qui vient là derrière. Problème de besoin, problème d'ego. C'est tout l'humain. Tout ce problème, si on revient sur nos anciens, on le retrouve dans le dialogue de Caliclès et le néolibéralisme, quelque part. C'est un vol sans victime, vous diriez ça? Alors, c'est un vol sans victime, bien sûr. C'est un vol sans victime, mais sans victime identifiable immédiatement, puisque c'est l'État ou dans la corruption publique ou une entreprise dans la corruption privée. Mais cette entreprise, elle perd. Et l'État perd à la fois en image et en fonds publics. Donc effectivement, il y a toujours une perte, il y a quelqu'un qui perd, et disons que effectivement, le seul problème, si vous tuez quelqu'un, on voit le poignard, on voit la personne, et on le voit. Là, on ne voit pas. Et c'est toute la difficulté, à traiter de corruption. Il faut remonter dans le système. Vous écrivez que pendant longtemps, ça vous paraissait plus un jeu et des pratiques individuelles qu'un système. Depuis une trentaine d'années, vous écrivez que la fraude est devenue industrielle et généralisée. Oui. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là tout simplement parce que... J'ai le plaisir ou la malchance d'être assez âgé et de travailler depuis plus de 50 ans. Et à l'origine, il y avait le contrôle d'échange dans les pays, il y avait pas mal de structures qui nécessitaient de faire beaucoup de montage pour sortir l'argent. Donc on était limité par les blocages nationaux. Depuis quelques quarantaines d'années, la mondialisation est arrivée. Et les échanges se sont libérés, globalisés. Et donc, à partir de cet instant-là, on a pu, dans certains pays ou dans d'autres pays ou ailleurs ou avec les paradis fiscaux ou dans une multitude de moyens, on a pu monter leur système. Et les montages qui étaient des montages, je me souviens quand j'étais plus jeune, les montages étaient des montages français, il y avait même des montages lyonnais, des montages parisiens. Actuellement, ces montages, ils sont passés en Amérique du Sud, ils sont passés en Afrique, ils sont passés ailleurs. Les mêmes montages ont été coordonnés et finalement, on se retrouve avec un ensemble méthodologique à peu près identique qui touche tous les pays. Vous vous insurgez contre cette vision classique avec d'un côté une société respectable et de l'autre une contre-société criminelle. À vous croire, tout le monde fraude d'une manière ou d'une autre? Tout le monde ne fraude pas d'une manière ou d'une autre. Dans mes recherches, je pense qu'il y a 20% des personnes qui frauderont toujours, 20% des personnes qui ne frauderont jamais, et 60% qui vont basculer.
Qu'est-ce qui fait basculer? Le fait que soit on ne poursuit pas, soit on dit que mentalement, bon, c'est pas très grave, puisque finalement, on l'admet, si vous voulez. Hein, on admet cet élément comme un élément constitutif de la vie, en fait. Hein, voilà. Et effectivement, à partir de là, ça devient une problématique qui se diffuse dans la mesure. Et ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui n'en ont pas assez. Il y a des éléments extérieurs qui sont liés à aux besoins personnels ou à des pressions autres. Et c'est un des pans les plus florissants de l'économie, vous dites? Ben, les plus florissants, pourquoi? Parce que simplement, c'est un des plans les plus florissants de l'économie, parce que tout simplement, sous cette corruption, il faut bien dire que la corruption, c'est bien quelqu'un qui reçoit une somme ou qui se fait faire à la maison ou qui a de la part de l'ordre. Mais derrière ça, il y a tout un ensemble de camouflage, d'écriture comptable, de paradis fiscaux et de structures qui sont faites. Et ça, c'est un des plans, c'est ça. C'est le professionnalisme des fraudes qui devient un élément florissant, puisqu'effectivement, d'une part, c'est payé, d'autre part, en partie, pas tout, en partie, c'est pas déclaré, puisqu'on va suivre le schéma. Et finalement, on se retrouve avec toute une série de conseils qui font un travail d'aide à la corruption. On va prendre un exemple concret, si vous le voulez bien. L'affaire Big Malion, qui fait toujours la une de l'actualité en France. Nicolas Sarkozy était entendu mercredi par la justice concernant le financement de sa campagne présidentielle en 2012. 6 mois de prison ferme ont été requis contre l'ancien président français. Un rappel d'abord de ce qu'est cette affaire Big Malion. Des meetings géants, la marque de fabrique de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Aujourd'hui, ils conduisent l'ancien président devant le tribunal pour financement illégal de campagne électorale. Avec lui, 13 autres prévenus renvoyés notamment pour escroquerie et complicité. Il y a d'abord les hommes de Big Malion. À la tête de cette société d'événementiel, ils géraient toute l'organisation. Le problème, c'est que la campagne aurait coûté 20 millions d'euros de plus que prévu, presque le double du plafond imposé par la loi. Pour masquer le dérapage, ils auraient eu recours à un système de fausses factures payées par l'UMP. La double facturation avait servi à dissimuler un dépassement massif supporté par l'UMP des dépenses de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Chez Big Malion, ceux qui reconnaissent les faits affirment avoir agi à la demande de l'équipe de campagne. Ces factures, parfois pour des prestations fictives, 7 autres prévenus les auraient vues passer ou même signer. Experts comptables ou directeurs financiers à l'UMP, ils disent n'avoir rien vu, rien su du système mis en place. Ancien directeur adjoint de la campagne, Jérôme Lavrieux est le seul responsable politique à reconnaître la fraude. Il conteste en être l'initiateur. Quant à Guillaume Lambert, l'ex-directeur de campagne, il soutient avoir alerté le candidat sur l'emballement des dépenses. Entendu par les juges, Nicolas Sarkozy affirme qu'il ignorait tout de la fraude. Noël Pence, vous voyez sourire en regardant le sujet. Oui, alors c'est pas un cas de corruption. Hein. C'est un cas, disons que c'est l'intérêt de ce cas, c'est l'utilisation du contournement des obligations comptables. Les fausses factures, les factures de complaisance, le fait de contourner le droit comptable et le droit sont des éléments qui sont systématiquement réutilisés dans les montages de corruption. Pour qu'il y ait eu corruption, il aurait fallu que quelqu'un encaisse un montant là-dessus. Or, on n'est pas dans ce cas puisqu'il n'y a aucune poursuite pour corruption au niveau pénal. Par contre, dans le cas de la corruption des esprits, le vieux principe grec, et romain, là, on va se trouver avec des personnes qui, on verra, puisque, bon, c'est pas jugé, on verra ce que ça... Enfin, si, on a commencé, mais il va y avoir des appels, bon. Mais on verra qu'effectivement, on a pris pas mal de distance avec la règle. C'est une forme de corruption. Parce que ce que vous dites dans votre livre aussi, c'est que les premiers de cordée ont une responsabilité particulière, quand même. Alors, dans tous les cas, dans l'éthique des affaires, depuis Weber, les premiers de cordée, puisque c'est le terme qu'on a employé, doivent donner l'exemple. Et le problème de cette affaire, comme le problème des affaires balkaniques antérieures, qui ne sont pas poursuivies pour corruption, hein, pour blanchiment de fraude fiscale, parce que rentrer dans le délit est encore un autre problème, il nécessite pas mal d'autres... Mais effectivement, c'est montrer qu'il y a un certain nombre de personnes qui, volontairement ou pas, se moquent des textes et sont au-dessus des lois. Et c'est ce qui est ressenti comme
problématique. Peut-être c'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas voter aussi. Élection demain. Est-ce que la France est un pays très corrompu ? Non, la France est un pays corrompu. Enfin, non, oui et non, c'est un pays corrompu comme l'Allemagne, les Pays-Bas. On arrive à quantifier ? On arrive... Parce qu'il y a quelques affaires comme ça, alors, de fraude qui sont très spectaculaires, très médiatisées, mais finalement, elles sont peu nombreuses et les condamnations sont très peu nombreuses aussi. D'une part, elles sont très peu nombreuses parce qu'il est très difficile de faire sortir ces affaires sous le couvert de corruption. Puisqu'on a besoin d'avoir un élément moral, un élément légal et un élément matériel. Et c'est l'élément moral qui permet de bloquer. La personne dit, moi, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait volontairement. Et comme je ne l'ai pas fait volontairement, mais on va avoir un peu d'escroquerie, un peu de... Vous voyez, et c'est très difficile de remonter. Par contre, ces éléments, chaque affaire a un impact scandaleux phénoménal. C'est ça qui pose un problème là-dessus. Alors, tous les pays sont dans le même cadre. Si vous regardez, les Allemands, hier ou avant-hier, ont acheté un CD-ROM où il y a des personnes qui ont des comptes. Alors, certains montants viennent de la corruption, d'autres de la fraude fiscale, d'autres de plein de choses. Mais, donc on voit qu'effectivement, tous les pays à même niveau sont à peu près dans le même cadre. Et vous dénoncez, vous, un risque, un danger, enfin vous y voyez un risque, un danger pour la démocratie ? Oui, puisque effectivement, si on ne croit plus à nos élites, si on ne croit plus aux politiques, si on ne croit plus à ceux qui devraient montrer le chemin, je ne vois pas ce qu'on fait là. Pour conclure, voilà. Vous citez une prédiction qui est attribuée à Warren Buffett au moment de la crise des subprimes. Je le cite, c'est quand la mer se retire qu'on reconnaît ceux qui se baignent nus. On est en pleine période de crise avec la pandémie. Il y a beaucoup de baigneurs nus en ce moment. La pandémie accroît, pour l'instant, on commence à retirer les filets. Et les filets vont venir, et au fil du temps, parce que finalement, dans ces problèmes-là, on travaille sur des cas qui ont un certain nombre d'années, puisqu'il est extrêmement difficile d'aller immédiatement. Mais pardonnez-moi, pour être plus précise, la pandémie, vous pensez accroît la corruption ? La pandémie a accru l'entrée de la criminalité dans le secteur financier, ne serait-ce que par les détournements qu'elle a pu faire avec la cybercriminalité et le ransomware, mais aussi parce qu'elle a été là pour financer un certain nombre de sociétés qui avaient besoin d'argent pour faire livrer les masques à temps. Et donc, effectivement, un cas comme ça va toujours créer une augmentation des délits. Par contre, c'est quand la mer se retire qu'on va retrouver que ça va ressortir, puisqu'on la mer commence à se retirer. Peut-être fraude, évasion fiscale, blanchiment, la corruption. Comment ça marche, Noël Ponce ? Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. C'est moi qui vous remercie.